Est-ce qu'il est encore pertinent de lire les classiques? Salut, c'est Simon. Et voici mes impressions de lecture du Cousin Pons de Balzac. J'ai confié il y a quelques années à un copain que j'avais pas lu beaucoup de Balzac. Il est passé dans une librairie usagée, en a vu un, me l'a acheté. J'avais une collègue qui tripait, qui adorait Balzac et qui l'adore certainement encore. C'est donc poussé par cette curiosité-là que j'ai lu Le Cousin Pons. Honoré de Balzac est né en 1799 à Tours et il est mort en 1850 à Paris. Il est considéré comme un des plus importants romanciers de la littérature française, ne serait-ce qu'à cause du grand nombre de romans qu'il a écrits. Seulement dans sa Comédie humaine, il y a 90 romans et nouvelles, et il n'a vécu que jusqu'à 51 ans. Le but de la Comédie humaine, donc cette grande série de romans, c'est un peu de dépeindre les différentes espèces sociales, espèces de caractères, l'avare, l'ambitieux, comme un manuel de zoologie dépeint les espèces animales. Balzac aimait le luxe, il est beaucoup endetté, il a souvent déménagé pour fuir ses créanciers. Sa grande production romanesque est en partie expliquée par, justement, ses dettes. Il devait toujours écrire pour toujours rembourser. Il a une vie marquée par l'excès, il travaillait parfois des 12, 14, 16 heures par jour, il buvait énormément, voire trop de café, et il est mort entouré de luxe, mais complètement criblé de dettes. Balzac est un auteur qu'on dit réaliste. Il ne faut pas comprendre le réalisme comme étant de la télé-réalité. Le réalisme dépeindrait la réalité telle qu'elle est. Non, le réalisme, c'est dépeindre d'une manière qui donne l'illusion de la réalité. Donc le réalisme concerne surtout le style et la manière d'écrire. Le réalisme de Balzac passe beaucoup par ses descriptions. Balzac utilise la description pour établir les relations sociales, les relations de pouvoir, pour montrer autre chose que seulement l'habillement du personnage. La description réaliste n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour nous ouvrir la porte sur un univers. Avant de lire Le Cousin Pons, j'ai lu dans cet ouvrage de Stefan Zweig un court essai sur Balzac. Zweig a écrit dans les années 20 3 essais qui comporte à chaque fois des textes sur 3 auteurs. Il s'agit de 3 maîtres avec un essai sur Balzac, Dickens, Dostoïevski, de Le combat avec le démon et le 3e, Les poètes et leur vie. Ici, c'est tout regroupé dans un seul volume. Je n'ai lu que l'essai sur Balzac. Je m'attendais à quelque chose de biographique, ça ne l'est pas du tout. C'est un hommage que Stefan Zweig écrit sur Balzac. Il l'adorait visiblement, c'est presque dithyrambique. Il remarque que les personnages de Balzac ont une grande passion, presque une obsession, une monomanie qui les pousse à sortir de l'ordinaire. Il voit là un rapport avec la vie de Balzac lui-même. Zweig fait aussi remarquer que Balzac est le premier auteur qui fait véritablement entrer l'argent dans la littérature. Comme moteur social, comme enjeu des relations interpersonnelles, l'argent est presque un personnage et c'est pas seulement être riche, être pauvre, mais ce sont des montants, des comptes, des dépenses, des rentes. Donc il y a un décompte de l'argent qui est sans cesse présent dans les romans. Cet aspect-là est peut-être même lié à la situation financière de Balzac. Alors pour les fans de Balzac, il faut absolument lire ce court essai de Stefan Zweig. Maintenant, Le Cousin Pons. Pons est un musicien qui, dans sa jeunesse, a gagné une bourse pour aller étudier la musique. En Italie, il a découvert là la bonne bouffe. Il a dépensé complètement un héritage qu'il avait reçu. À son retour à Paris, il a eu quelques années de succès. Au moment où le roman commence, Pons est vieux, pauvre, et il fréquente la table de ses cousins. Il s'agit de la famille de Feu, sa cousine, donc, dont le mari s'est remarié, et des cousins de cette nouvelle femme, et des cousins des cousins. Donc, il fréquente 5 ou 6 maisons, des gens bien placés dans la magistrature notamment. Il leur rend quelques services, et eux, par pitié, et en échange de ces services-là, le reçoivent pour qu'ils puissent bien manger. Pons a une autre passion, c'est celle des bric-à-brac. Depuis 1805-1810, il va dans les brocantes et dans les bric-à-brac et il trouve des objets qui ont une grande valeur, mais les vendeurs ne le savent pas. Et c'est ainsi qu'il s'est procuré des tableaux de maître, des pipes, des tabatières, des miroirs, des éventails, des vitraux, qu'il a pu acheter pour une bouchée de pain et qui, 30 ans plus tard, alors que c'est la grande mode des bric-à-brac à Paris, valent une fortune. Il ne les collectionne pas pour faire de l'argent avec, mais pour sa grande passion de l'art en tant que tel. Une dizaine d'années avant le roman, Pons fait la rencontre de Schmucke,
un vieil Allemand, pianiste, musicien, professeur de musique, pauvre comme Ponce, mais avec qui se développe une superbe amitié, une amitié d'une belle grande pureté. Les deux amis sont complètement dévoués l'un à l'autre. Ils se mettent à habiter ensemble. C'est Madame Cibot, la portière, qui s'occupe de leur ménage. Balzac prend vraiment beaucoup de temps pour présenter le personnage de Ponce, la relation avec les cousins, la rencontre avec Schmuck, l'établissement dans la maison de Madame Cibot. Et tout ça, ça n'est pas raconté en ordre chronologique, c'est toutes sortes de descriptions qui mettent la table bien lentement au moment où Ponce se brouille avec sa famille, où il en devient malade et où on apprend la véritable valeur monétaire de son petit musée. C'est là, après un tiers du roman au moins, que l'intrigue commence. Pour l'anecdote, Balzac a d'abord écrit un conte à partir de l'intrigue du cousin Ponce. Il a vu qu'il y avait tout un potentiel là, il l'a mis de côté, il a fait paraître le roman La cousine bête et ensuite il est revenu. Le dossier chez Folio fait ressortir toutes sortes de parallèles. Par contre, attention, il dévoile un peu le dénouement. Le roman a été publié en feuilleton chaque jour dans un journal en 1847 et en volume la même année. C'est un roman qui a été écrit vers la fin de la vie de Balzac, donc on peut voir là l'auteur au sommet de son art. C'est un roman où il ne se passe pas énormément de choses. Toutefois, et c'est là que c'est fascinant, Balzac, avec peu d'action, réussit à nous tenir en haleine. À la fin d'un chapitre, très souvent, on a envie de voir tout de suite le prochain chapitre pour voir comment ça va se poursuivre. De plus, on peut prévoir l'intrigue, mais ce qui nous garde dans le roman, c'est pas ce qui va se passer, mais c'est comment ça va se passer. Il y a des choses, par contre, que j'ai trouvées un peu plus irritantes. Ça me dérange pas qu'ils disent que Schmuck est un vieil Allemand naïf, c'est d'ailleurs un personnage charmant, mais quand il va jusqu'à dire « les Allemands sont naïfs, c'est bien connu », les femmes, elles sont comme ça, les Juifs, ils sont comme ça, et qu'il fait des généralisations, tout d'un coup, ça me dérangeait. Je fronçais un peu les sourcils. Je sais très bien que cette irritation-là vous en apprend plus sur moi que sur Balzac en tant que tel. Je peux regarder ça comme étant le regard que portait la société de 1847 sur les Juifs, sur les femmes, sur les Allemands, mais ça demeurait que ça m'irritait un petit peu. D'autre part, dans Le cousin Ponce, il y a énormément de dialogues, parfois des chapitres au complet, c'est des échanges en discours direct, notamment avec Madame Cibot qui parle vraiment beaucoup. Et il donne des traits langagiers à ses personnages. Madame Cibot parle en ajoutant des N partout. Il y a le personnage de Rémoningue, l'Auvergnat, qui parle dans un charabia incompréhensible. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vers le milieu du roman, le narrateur dit « Bon, vous connaissez maintenant l'accent, on va écrire en français standard quand Rémoningue parle. » Toutefois, ce qu'il fait pour Rémoningue, il ne le fait pas pour Schmuck. Schmuck est un vieil Allemand qui parle un français avec un gros accent allemand. Il faut lire à voix haute pour comprendre. Parfois, ah, c'est beau, j'ai compris ce qu'il veut dire, je peux me concevoir un accent allemand là-dedans. Ça frôle parfois la caricature. Il y a certains mots qui en français et en allemand sont presque les mêmes, donc un germanophone ne devrait pas faire cette erreur-là. Donc, dans un roman qui en soi n'est pas particulièrement caricatural, d'avoir ce personnage-là caricatural, des fois, ça aussi, ça m'a dérangé un petit peu à la longue. Mais quand même, c'est une lecture que j'ai trouvée agréable, c'était un bon moment. Est-ce que c'est une intrigue complètement vraisemblable? Je sais pas, on embarque des types de personnages intéressants, et puis est-ce que ça vaut la peine de lire des classiques? Oui, ça nous donne un autre regard sur notre société. Ça peut être très intéressant de lire ça, même si, en soi, dans ce cas-là, c'est pas la rencontre de romans qui m'a bouleversé. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture du cousin Ponce. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture.